Aventure chasse-pêche vous est présenté par Browning, la capitale assurance et services financiers et par la Fédération québécoise des chasseurs et pêcheurs. Bienvenue à Aventure Chasse-Pêche. Cette semaine, on s'en va du côté de Cadex. Cadex, fabricant québécois d'armes à feu que vous connaissez sûrement, sinon vous allez le connaître. On s'en va rejoindre un de mes gars de brousse, Patrice Picard, qui est là-bas dans l'usine, à voir un peu comment ça se passe, comment ils font les armes. Vous allez voir, c'est pas mal trippant du moins. Moi, j'ai trippé sur un moyen temps. En studio, Sébastien du Surplus, militaire Pont-Rouge. On parle de quoi? Tasmanian Tiger, les sacs à dos que vous voyez sur notre dos depuis un petit bout de temps. On va parler de ça ensemble. FDCP, l'implication des bénévoles. Marc Renaud, le président de la Fédération québécoise des chasseurs-pêcheurs, qui vient nous parler de l'action bénévole, qui est le carburant littéralement de la Fédération. Finalement, je reçois quelqu'un qui vient nous parler d'une entreprise que si vous ne connaissez pas, vous devez la connaître. On parle de Air Médic avec Jean-Patrick en toute fin d'émission. Je m'en vais du côté actualité. TERFA, les tirages au sort du côté de la réserve faunique du Chénier, eh bien, c'est ouvert jusqu'au 4 janvier 2022. C'est une question, j'en parle parce que c'est une question qui revient souvent. Réserve faunique du Chénier, qui est une des réserves qui n'est pas gérée par la CEPAC. On fonctionne avec des tirages au sort, donc jusqu'au 4 janvier. Présentement, vous allez sur le site de TERFA ou sur le site de du Chénier, on va vous rediriger. Une petite spécification sur l'utilisation des drones en situation de chasse. Et là, c'est particulier, parce que du moment où est-ce que les drones sont devenus accessibles au public, c'est comme si, dans l'imaginaire collectif, on s'est dit, on peut utiliser ça n'importe où, n'importe quand. Bon, première des choses, vous savez qu'il y a beaucoup de réglementations par rapport aux bâtiments, par rapport aux pistes d'atterrissage, décollage, des aéroports, par rapport aux lignes haute tension. Mais par-dessus ça, là, vous allez voir qu'au niveau de la réglementation dans la chasse, c'est très... Il y a deux paragraphes. Il est interdit de chasser en utilisant un moyen ou un dispositif électronique ou autre permettant de déceler, détecter ou d'indiquer la présence immédiate d'un animal pour le chasser. Et on dit aussi d'utiliser un aéronef pour repérer un animal ou pour l'orienter dans une direction afin qu'il soit chassé. Il faut savoir qu'un drone est considéré comme un aéronef. Donc, 12 à 24 heures avant la chasse, dépendamment des secteurs, dépendamment des provinces canadiennes, 12 à 24 heures avant ou 12 à 24 heures après la chasse, vous ne pouvez pas survoler l'air chassé avec un aéronef. Donc, l'histoire de se prendre en train de chasser ou de prendre un plan du gibier une fois à terre puis de grimper avec le drone pour faire un effet spectaculaire, c'est super sur le plan cinématographique. Malheureusement, c'est pas permis. Il faudra attendre vraiment 12 à 24 heures, dépendamment de quelle province canadienne dans laquelle vous vous trouvez, pour faire ces beaux plans de vue-là. C'est la loi, faites-y attention. Oui, il y a une question de poids aussi dans la considération d'aéronef. Il y a des nouveaux drones qui sont sortis qui sont 1 gramme en dessous. Faut pas trop pousser la sauce parce que ça demeure quand même, si on revient au premier paragraphe, un moyen électronique ou pas qui pourrait déceler la présence dans l'immédiat d'un gibier à la chasse ou le faire converger vers vous. Donc, que ce soit 1 gramme de moins que la réglementation au niveau des aéronefs ou pas, il y a 2 paragraphes qui ciblent la même chose. Donc, les drones à la chasse, eh bien, c'est non. Chasse en Afrique, je vous en ai parlé un petit peu la semaine passée, je reviens là-dessus. On ouvre 2 groupes bientôt. On retourne en Alberta l'an prochain, plus dans le coin du mois de novembre. On va ouvrir un groupe dans pas grand temps du côté de Long Range Hunter, de Long Range Outfitter, vous connaissez Pierre, donc Long Range Outfitter là-bas en Alberta. Et on ouvre aussi un groupe pour l'Afrique du Sud. Vous avez été beaucoup à nous le demander. Puis ça semble compliqué souvent dans la tête des gens de dire on va monter en Afrique, ce qui n'est pas si compliqué que ça. Mais ça peut être rassurant de monter avec des gens que vous connaissez. Mais on va organiser un groupe. Puis en même temps, mais ce qui est le fun, c'est quand on organise un groupe comme ça, on paye un peu moins cher à la gang pour aller là. Et puis on connaît déjà l'endroit qu'on peut très bien vous enligner au départ comment préparer vos bagages, quoi mettre dedans, que vous veniez en Alberta ou que vous veniez en Afrique du Sud avec nous autres. On va vous enligner, vous accompagner. On annonce les groupes bientôt, donc tenez-vous proches. Les concours, je réussis même pas. Je suis le président de l'entreprise, je réussis même pas à suivre la quantité de concours qu'ils nous mettent en ligne. Là, présentement, écoutez, il y a une chaloupe à faire tirer, la commère, des habits de chasse de Badlands, il y a un coffre-fort Browning et poutine
acheté de la poutine. Fromagerie Victoria qui est rendu un collaborateur. Donc, et vous savez qu'il y avait des poutines aussi, comme à tous les années, où est-ce qu'on redonne 2 à Vigile, qui est un organisme qui s'occupe des PTSD, des post-traumatiques, qui est très intéressante. Sans compter nos lives chaque semaine dans lesquels on rajoute des concours, on rajoute du stock à faire tirer. Des fois, c'est des carabines, des fusils. D'autres fois, c'est des sacs à dos. Il y a toujours de quoi. On vous gâte. On ne garde pas ça pour nous autres. On vous l'offre en tirage. Souvent, ça va permettre à certaines personnes qui n'auraient pas le moyen de s'acheter un item en particulier d'en bénéficier, de pouvoir l'essayer et de le faire connaître alentour de lui. Donc, très intéressant. Vous abonnez au magazine, vous n'oubliez pas, prime cadeau pour Noël. On donne des cuillères pivotantes, Dream Fishing en prime. Vous risquez, vous courez la chance plutôt de gagner un coffre-fort Browning. Puis je vous répète que non, le gilet que j'ai sur le dos, il n'est pas disponible dans la boutique Aventure Chasse-Pêche en ligne. C'est parce que c'est une des 2 couleurs qui sont exclusives au groupe Ecotone. Donc, on distribue maintenant, au travers des marchands Ecotone, la couleur orange et une couleur camouflage qui leur est propre dans les T-shirts. Donc, 2 modèles, orange ou camouflage, filles de bois et gars de brousse. Il y a aussi les kangourous, donc les sweatshirts à capuchon, les crewnecks et 2 duffel bags, 2 sacs d'épaule aussi, qui sont comme ça, donc orange et avec un espèce de camo, un A-tac, quelque chose qui ressemble à ça, qui sont exclusifs. Présentement, si vous allez sur le site des Cotons de Beaupré, vous pouvez commander en ligne directement. À partir du 1er décembre, dans tous vos marchands et cotons, vous pourrez acheter sur place ou commander dans leur boutique en ligne la couleur orange et la couleur camo qui leur est propre dans le T-shirt, le sweatshirt, le crewneck ou encore le sac d'épaule, le duffel bag. Donc, allez-y puis consommez directement chez vos marchands et cotons. Ce sont des couleurs qui leur sont exclusives. L'autre barre de la pause, eh bien, on s'en va du côté de Cadex, visiter l'usine avec mon gars de brousse, Patrice Picard. Cette partie d'émission vous a été présentée par Browning. L'équipe d'Aventure Chasse-Pêche est nourrie par Bouffe et Compagnie, des repas préparés, frais et savoureux. Hey, monsieur Picard, comment ça va? Ça va bien, toi? Yes, yes. Salut, en forme? Ben oui, toi. Good. Alors, d'être Bienvenue chez rendu. Cadex. Ben merci. C'est quoi, tu tires du pigeon d'argent ici avec Je ça? voulais ou? vous teaser un peu avec les couleurs que vous aimez. Tu sais qu'il aime ça, le bleu, hein? Ouais, J'aime celle On les l'a oreilles avec fait ça droit. depuis un bout. c'est ça. Ben, je parle de ça, si tu veux. Ils vont nous montrer plein d'autres patentes Bon, dedans. ben, OK, moi, je suis prête. Moi, je suis. Very good. On y va. Aujourd'hui, ce qu'on fait, on fait le tour, Patrice, de comment vous fabriquez les armes Cadex. Puis c'est pas mal de ce que je peux comprendre ici, là, que vous commencez avec des matériaux à fabriquer les armes. Je me trompe pas? Oui. Là, on est en période, dans l'étape de la production, dans le fond, à partir de cette étape-ci. En amont de ça, il y a beaucoup d'étapes de création à partir du moment où nos designers viennent créer le produit. Après ça, vont le transformer en étapes de machinage avec les bons outils qui doivent être utilisés pour se rendre à la partie machinage, dans le fond. Fait qu'il y a beaucoup de tests à faire en premier. Ce qu'on comprend là, de cette première partie-là, parce que vous allez voir, c'est un peu complexe. Cadex contrôle tous les points de son processus à partir de la création. Il y a des gens qui pensent à un design, mais qui les designent, qui les testent dans des programmes informatiques, là, dans le département de R&D ici. C'est quand même assez complet, là. C'est Oui. pas mal unique, là. Oui, on a du prototypage 3D qui se fait souvent en plastique avant pour pouvoir valider le fit and function, autrement dit, l'ergonomie, dans le fond, des items, dans le fond. Fait qu'on vient tester ça pour valider que tout ça, ça fonctionne avant de s'en aller en processus, dans le fond, de production, où ce que là, c'est beaucoup plus dispendieux. À partir du moment où on coupe le matériel, c'est là, dans le fond, que notre job est pas mal fini. Là, après ça, on va s'en aller à la partie prototypage, où ils vont pouvoir tester le produit sur le terrain, faire des essais de tir et des trucs comme ça. Mais tout ça, c'est fait en amont, dans le fond, des étapes qu'on va parler là. Et là, ce qui est intéressant aussi, c'est que Cadex va magasiner ses métaux, va aller dans le haut grade de métal. Et quand on parle d'une culasse qui provient de chez Cadex, là, bien, le départ de ça, c'est une pièce de métal qu'un spécialiste en métallurgie a magasinée
pour cette pièce-là. On travaille directement à partir du brut, puis c'est un choix en tant qu'entreprise. Oui, exact. On part d'une barre de 12 pieds qui ont été sélectionnés. Dans ce cas-ci, c'est de l'acier inox, dans le fond, 416R, qui est un grade plus haut. Après ça, on va prendre la pièce de stainless. Ça va être envoyé au traitement le heat treat qu'on appelle pour monter sa dureté, qui va en faire une pièce beaucoup plus dure à machiner, mais par contre, qui va avoir la bonne dureté puis qui va durer longtemps dans le temps. Fait que tout ça part d'une billette pleine qui est en barre longue, qui va être coupée pour préparer pour le machinage. Ensuite, on va transformer à l'opération numéro 2, dans le fond, qui va être faire le contour de cette bille-là. C'est vraiment hot. Là, on a vraiment le début d'une culasse, dans le fond, le début d'un bolt. Là. Exact. Fait que dans le début d'un bolt, elle va être installée dans des holders, des jigs de machinage qui vont venir le prendre puis le tenir ensemble. Puis là, à ce moment-là, comme vous voyez, tu vois, les tenons ont commencé à être machinés. Les trous pour les éjecteurs sont machinés. Ça, c'est fait dans les machines qui sont derrière nous ici. Oui, ça, c'est ce qu'on appelle des UMC. C'est des machines 100% 5 axes, dans le fond. C'est pas mal le top qu'on peut trouver dans ce genre de machines-là. Toute la compagnie AS, comme tout le reste de notre parc de machines, on a, je pense, pas loin de 35, 38 CNC. On embarque la robotique aussi cette année qui rentre dans le lot aussi. Et ça nous permet finalement d'arriver avec un produit semi-fini, fini machiné, mais qui va s'en aller après à l'anodisation ou au traitement de surface. Dans notre cas, c'est souvent du DLC, du Diamond Light Coating, qui rend ça hyper doux. Fait que, ça, c'est, en passant, c'est une culasse de quoi, celle-là? Ça, c'est une culasse de Tremor .50. C'est celle qu'on a avec nous autres ici. Exactement. Là. OK, fait que, présentement, c'est surtout de l'utilisation militaire, étant donné qu'il y a eu comme un ban sur ce calibre-là au Canada. Par contre, ça continue à bouger puis ça continue à se vendre énormément à l'international. On est dans le 16-18 000 joules facilement dans le 50. Oui, je ne pourrais pas te dire exactement de combien, mais mettons que... On dépasse le 10 000 joules. Oui, ça passe des deux bords. Je redonne celle-là ici. Une chose qui est, moi, un point d'intérêt. Il faut savoir que Cadex, dans ce type de machinerie-là, c'est le deuxième parc en importance au Canada, équipé comme ça ici. Et c'est pour ça qu'on est capable vraiment de commencer avec un morceau de métal puis finir avec une arme au bout. Il n'y a nulle part là-dedans, même quand Patrice parle de durcissage par traitement de chaleur, c'est des fours qui sont ici, par exemple, dans lesquels on va faire des pré-traitements, on va tester, on va augmenter la dureté des métaux pour l'amener à la dureté qui a été prévue par l'ingénieur au départ pour donner la pièce que l'entreprise veut avoir pour livrer au client et avoir un taux de satisfaction le plus haut possible. C'est incroyable de voir là, les processus de fabrication. Ici, on a une partie du mécanisme qui est faite dans un bloc. Là. Et à partir de là, tu te ramasses avec le cœur de la machine, dans le fond, où il te reste la culasse que tu as machinée à côté. Exact. On a déjà les emplacements pour mettre les rails sur le dessus. C'est toute beauté à voir monter. Donc là, on travaille présentement sur une .50 BMG. Moi, j'ai vu les autres machines de l'autre côté ici qui fabriquent les autres parties de pièces, peut-être un petit peu plus petites. J'aimerais ça que tu viennes me les montrer, ça te va-tu? Oui, on peut bien. C'est capoté pareil, hein? Tu vois, regarde ici, là, ils font une partie de trigger. Tu le fais pas au complet, là. Ici, c'est les boîtiers. Oui, ici, c'est les boîtiers seulement sur cette machine-là. Fait qu'on fait des boîtiers, dans le fond, le boîtier de la détente complète, qui est faite avec en arrière de quête à partir d'une barre pleine. Exact. Puis, regarde, on a une barre comme ça. Ça, c'est la barre initiale. Ouais, ça, c'est la barre initiale avant machinage. C'est ça, une première étape. Ils font un mâle et une femelle. Après ça, le boîtier va être monté comme ça. Puis après ça, il va s'en aller à l'anodisation, où on va lui donner une belle couleur rouge. Oui. Et les pièces, des composants internes, de la mécanique interne, vont être machinées, dans le fond, à partir de ce qu'on appelle de l'AR500, qui est à peu près le type d'acier le plus dur qu'on peut avoir. Pour vous donner une idée des plaques d'acier sur lesquelles on tire, c'est fait en AR500. OK. Ça va être monté, ça va être coupé au EDM Machine, qui est un fil qui vient couper avec une tolérance assez incroyable, puis hyper serré. Puis ensuite, dans le fond, ils vont faire le plating dessus. Fait que ça fait un trigger qui est pratiquement pas usable, qui va être complètement ajustable, dans le fond, à peu près de 1,5 livre à 2,5 livres en frais de force. C'est assez hallucinant. Tu sais, moi, ce qui me fait capoter, là, tu vois, regarde, on vient de faire 2 stations, là. Là, on a ce qui compose une arme. En termes de numéro de série, là, on a une action, puis on a un trigger en plus. Donc, on a déjà une arme. On va aller finir d'habiller cette arme-là.
Là, on débarque des machines de type CNC, on s'en va vers les canons, tu me disais? Oui, on va aller sur des tours CNC, dans le fond, qui sont des tours en contrôle numérique. Et c'est là-dessus qu'on va faire les canons sur l'autre côté avec deux techniques de machinage différentes. On va aller voir ça, ça te dit? Ouais, là. Cette partie d'émission vous est présentée par le groupe Thomas Marine, le plus grand inventaire d'embarcations Princecraft au Québec. Là, Patrice, tu me parles de deux techniques de fabrication de canons totalement différentes, mais je sais pas du tout c'est lesquelles. Enligne-moi un peu, là. OK. Bon, chez Cadex, on utilise deux types de techniques au niveau du machinage pour les canons. On utilise, dans le fond, une première gamme de canons qu'on appelle du button rifling, qui est une technique un peu plus de production de masse, qui se fait plus rapidement, qui coûte quand même moins cher au final, en fait, produit fini. Puis on utilise l'autre technique qui est le premium barrel, le canon le plus haut de gamme qu'on peut trouver sur le marché, qui se trouve être du single point cut. Ça veut dire que c'est un outil qui va venir machiner une dent à la fois au niveau du pas de rayure. La différence, mettons, j'ai cru comprendre là, que ça, par exemple, c'est celui qui a été fait en button rifling. Le temps de fabrication de ça, c'est quoi? C'est techniquement 16 minutes si on considère les machines. 8 minutes pour percer le trou à l'intérieur, puis 16 minutes pour faire le rifling, pour faire le pas de rayure à l'intérieur. Mais par contre, on a fait deux en 16 minutes. Fait que c'est 8 minutes de machinage pour un, 8 minutes pour l'autre, donc 16 minutes total. On reste dans le même métal. Oui. Là, ici, c'est que ça a subi des traitements par la suite. Ça, c'est le haut de gamme. Ça, c'est le haut de gamme. Arguably, là, c'est absolument la meilleure procédé. C'est celui qui induit le moins de stress de machinage au niveau du canon. C'est lui qui va être qui va donner la plus grande constante au niveau du canon pour le power de shift de point d'impact qui va se déplacer quand le canon se met à chauffer. Donc, ici, il n'y a pas de rodage à faire, rien. Le canon est prêt à 100 Ça se différencie du button rifling, qui est plus populaire comme méthode, mais qui nécessite un certain temps d'adaptation pour comme combler les manques puis roder ça, si on le veut, en parenthèse. Exact. Nous, on a mis plus d'1 million de dollars d'investissement pour avoir le top en frais de machine pour percer au button. Il se trouve être percer un trou, puis après, on passe un bouton, dans le fond, qui a comme la marque du rifling à l'intérieur, qui est montée, dans le fond, hydraulique, qui va venir tirer à travers le trou. Cette technique-là, elle implique un petit peu plus de temps, dans le fond, de rodage, qui peut aller jusqu'en dedans d'une centaine de coups, pour finalement se rapprocher quand même très près du canon premium, qui est, lui, direct sorti de la boîte. Tu peux tirer avec ça, il n'y a même pas de rodage à faire. Puis là, j'en prends un dans le point 50, mettons. C'est comme ça au départ. Oui, ça, c'est... Non, on met pas ça après une point 50 de même, là. Non, exactement. À moins que tu veuilles t'entraîner, là. Beaucoup d'opérations de machinage, je sais pas c'est quoi le poids, mais c'est entre 50 et 60 livres, c'est peut-être. un bon 55 livres, 60 livres, là. Fait que ça, c'est une bille qu'on appelle un blank, qui a déjà tous les specs écrits dessus selon ce qu'on les a commandés puis optimisés par rapport au type de boulet qu'on considère que le client va tirer. Puis ils vont faire une première étape qui va être le machinage de la partie du ténon avec la chambre puis l'épaulement pour mettre la récolle log, qui, elle, va recevoir le coup après l'action. Puis après ça, le canon il est retourné de l'autre côté. La chambre est à ce bout-là. On voit la partie qu'on appelle en avant le crâne. Il y a la partie ici machinée qui va être soit avec un cap ou un muzzle brake sur laquelle va être installé, ou un suppresseur. Une petite partie d'épaulement qui commence le vrai diamètre final du canon. Comme Cadex, nous, on fait beaucoup de produits militaires, police et autres. La plupart de nos armes doivent être capables d'adapter un silencieux, qui est aussi beaucoup l'international. On deal avec des pays, dans le fond, exemple la Finlande, où c'est même pas une option, un silencieux. C'est une obligation. Fait que si vous n'avez pas de silencieux, vous ne pouvez pas aller à la Ils ont compris des choses qu'on n'a pas compris. Exactement. Ils écoutent moins la TV, il faut croire. Ils écoutent moins les films d'Hollywood. Fait que ça, c'est la partie machinée jusqu'ici, jusqu'on fait l'épaulement d'une bague qui va être pressée sur le dessus du canon et qui va venir aligner parfaitement le centre du suppresseur avec le bout arrière. Fait que le machinage est fait. Après ça, le profilage du canon a été fait sur sa partie entière, complètement sur le profil. Fait que là, on a vraiment le profil du canon. Il reste la dernière opération qui est le fluting. Fait que le fluting, dans le fond, c'est pour alléger le canon.
Puis en même temps, ça lui donne une certaine rigidité à la fin de la journée. C'est un peu comme en ingénierie, c'est niaiseux, on enlève du matériel, mais en réalité, ça donne une bonne stabilité. Il y a beaucoup plus de surface de contact à l'air, fait que ça va donner un canon qui va beaucoup moins chauffer. On a déjà fait des tests ici avec pas de nommer, là, mais un certain manufacturier italien de carabine en 3,38 la poids. Et 5 balles dans son canon équivalait à 15 balles dans notre canon. En termes de capacité. De capacité d'emmagasiner de la chaleur. Okay, exactement. C'est bon. Ça m'intéresse de voir un petit peu dans quoi on va asseoir tout ça, parce que là, on a une action, on a une culasse, on a un trigger, on a un canon. Là, il faut aller assurer ça dans un châssis. Fait que je veux que tu me montres tes châssis, comment ça se fait? Excellent. Je suis. C'est good. Ecotone est fier de vous présenter cette partie d'émission. Là, Patrice, on est en face d'un châssis qui est prêt à recevoir le reste du matériel qu'on a déjà fabriqué, donc la culasse et tout ça. Puis ça, c'est déjà assemblé, dans le fond. Là. Oui, exactement. La pièce a été machinée, est arrivée directement sur l'aluminium. Une fois que l'aluminium a été stabilisé par l'anodisation, on l'a passé aussi à l'ébavurage avant pour être bien certain qu'elle s'est parfaitement pas d'angle coupant. Beaucoup d'opérations manuelles pour avoir un niveau de finition qui est supérieur à la plupart de nos compétiteurs. Donc là, on vient vraiment comme... Dans le fond, c'est le sweet finish. Là. On vient vraiment comme s'assurer que partout, il n'y a plus rien qui accroche. Oui, nous, on n'a pas juste des tumblers où on lance ça là-dedans puis ça fait juste tourner. Il y a une inspection visuelle à partir du machinage. Il y a une inspection visuelle après au pré-assemblage. À l'ébavuration, ils vont refaire dessus, ils vont passer ça au doigt à l'air, à la petite pierre ponce et compagnie. Puis tu payes pour un produit d'élite, mais ça a la finition d'un produit d'élite. Après, c'est passé à la main avec une petite lime dans tous les trous là-dedans pour être sûr que ce soit confortable pour toi. Monsieur, par les soirs. Beaucoup de monde qui sont impliqués dans le processus. Et l'ensemble des pièces, c'est quand même... C'est hallucinant de voir qu'on est parti avec des blocs de métal au début de la chaîne. Puis là, on arrive avec quelque chose qui se dessine. T'en as un complet, là. C'est le parfait exemple, là. On a vu un petit peu le département de recherche et développement au début qui imprimait des choses comme ça pour faire des nouvelles grips. Bon, on arrive à la fin avec des produits finis comme ça. J'adore ça. J'adore ça. Fini Cerakote sur l'extérieur. On va toujours dans du haut de gamme au niveau de l'aluminium. C'est de l'aluminium nord-américain en 60-61 T6 qui se trouve être la stabilisation, la classification aircraft pour les avions et autres. Fait que c'est du grade aéronautique qu'on utilise. On va-tu tout mettre ça ensemble? Bien sûr. Patrice, on en arrive avec des produits finis qui sont pas juste adaptés, mais des produits qui sont vraiment avec une finalité incroyable comparé à ce qu'on connaît sur le marché. Puis ça s'explique dans ce qu'on vient de vivre. Le fait que vous contrôliez du dessin au départ, de l'idée au départ, le dessin de tout ça, le test sur le terrain, la fabrication de chacune des pièces pour arriver à quelque chose qui est excessivement intéressant. Là, on n'est pas juste pour le tireur à la cible, on n'est pas juste pour le militaire. Depuis l'an passé, on a introduit la carabine de chasse. Oui, carabine de chasse en 2 configurations. Dans la plupart des calibres les plus populaires, on a une version, dans le fond, canon stainless, fini Cerakote, dans toute une variété complète de couleurs. Fait que c'est une action du type REM 700 à frais de gabarit, avec un petit canon sporter mince. Puis on a fait la version carbone pour les gars qui sont plus encore performants, dans le fond. Il vous donne un canon lourd en frais de diamètre. En frais de diamètre seulement, parce qu'au niveau du handling, le poids, c'est incroyable. C'est identique. Moi, de ce côté-là, je te dirais que l'an dernier, au printemps, c'est avec celle-là que j'ai collecté mon ours. Okay. Moi, je vais me sauver celle-là. Oui. Bon. On me fait T'es en quoi, celle-là? Celle-là est en 3,38 la poids. Dis-le pas, Kate. On va y faire essayer sans y dire. C'est bon pour les plombages. C'est très bon pour les plombages. On va faire une chasse avec, assurément, quelque part en saison. Exact. Je veux l'essayer. La seule différence entre les deux, c'est vraiment le côté... Oui. Le côté canon. C'est juste on va le aller canon. chercher une petite coche de plus, on s'en vient avec la Exact. carbine. Puis quelqu'un peut passer, dans le fond, à une configuration comme ça. C'est la même chose, hein? C'est des fois, identique. les méchantes armes, là. Oui, mais look,
look un peu, on appelle ça un battle worn finish, celui-là. Oui. Fait que c'est un fini, dans le fond, qui est peinturé blanc. Ensuite, une couche de noir, puis on vient, dans le fond, la chamoirer comme si c'était un arme qui était un peu plus usagée. Mais c'est exactement la même action, avec un canon un peu plus lourd, capable de prendre plus de cadence de tir, dans le fond, là, qui est capable d'endurer plus de chaleur. Fait que, mais on pourrait carrément enlever les vis après ça, débarquer ça de là-dedans, planter ça dans la crosse de chasse ou vice-versa. C'est exactement les mêmes composants. Patrice, je te remercie infiniment. Ah, Ça fait plaisir. génial! Vous étiez là. Ils sont descendus en bas sans me le dire. Ah non, regardez, ils font Cool! du stock, les forces canadiennes. Salut! Dis pas c'est quoi. Chantier est par là, chérie. Ouais, c'est ça, les balles, ouais. Merci. Ça fait plaisir. Au moment où est-ce que Patrice nous a fait faire le tour de l'usine, puis Patrice, je t'en remercie, on va se voir plus souvent. Quelqu'un qu'on voit moins souvent, que je vais prendre la peine de présenter, c'est Serge Exras, qui est le propriétaire unique de Cadex. Fait combien de temps que vous avez ça en main, cette entreprise-là, là, ce beau fleuron-là? Là? Ce fleuron-là a commencé depuis maintenant, le tout début, on parle du 1er janvier 1995 à aller aujourd'hui. Donc, on parle quand même de plusieurs années. On a parti tout petit et on a grandi un petit peu à la fois, toujours en essayant d'encourager l'économie locale, essayant d'emmener un produit qui est au-delà. Notre but n'a jamais été de développer des produits qui étaient pour aborder un prix, un marché spécifique, mais bel et bien pour développer un produit qui était au maximum de son zénith de capacité. Donc, notre but était de faire du très haut de gamme depuis le début, puis on est très content d'avoir réussi jusqu'à présent d'aller aussi loin. Moi, je pense que la plus belle chose que je peux faire à ce stade-ci, c'est de vous remercier. De vous remercier pour l'histoire de Québécois qui travaillent pour une compagnie québécoise que vous avez élevée en tant qu'individu dans une entreprise parce que vous leur permettez d'accomplir un travail qui fait rayonner le Québec dans une entreprise qui est quand même excessivement compétitrice dans l'ensemble du monde avec un produit qui est hors pair grâce à ces individus-là à qui vous permettez d'avoir un emploi dans une entreprise aussi bien bâtie. Cet individu-là en est un exemple. Là, je ne veux pas trop te renvoyer de fleurs parce que je sais que tu vas m'en revenir avec ça. Des gens comme moi et Kate travaillons dans un domaine qui est permis, qui est possible de par le fait qu'il y a une industrie derrière ça. Puis c'est le fun de voir qu'on peut, nous, remplir le frigidaire à la maison puis nourrir nos enfants. On fait bien des farces, mais nourrir nos enfants grâce à une industrie qui est feedée par des entrepreneurs comme vous qui gardez cette business-là au Québec. Puis ça, merci. L'ensemble de la communauté devrait vous remercier de faire ça. Je vous remercie aujourd'hui d'avoir choisi mon entreprise en tant que... Je pense qu'il y en a beaucoup des fleurons québécois. On ne va pas nécessairement lancer des fleurs seulement qu'à nous, mais de fait que vous avez arrêté de penser qu'on était une entreprise qui valait la peine de nous visiter. À nous de vous remercier, à vous, à vos auditeurs, à tous les gens qui croient dans cette industrie. Puis ceux qui connaissent Cadex, on les remercie énormément du support qu'ils nous apportent. Profitez-en donc pour consommer québécois. Le message n'est pas plus dur que ça. Vous le savez maintenant, on a des entreprises québécoises comme celle-là qui se donnent la peine de vous fabriquer un produit qui est hors pair. Messieurs, un énorme merci. Cette partie d'émission vous est présentée par le groupe Thomas Marine, le plus grand inventaire d'embarcations Princecraft au Québec. C'est Noël qui approche. Tu as deux façons de montrer à ton conjoint, ta conjointe, que tu l'apprécies. La canne à pêche qu'il a toujours voulu, ou le moyen de revenir au bercail si jamais il est dans le trouble. Hermédic, ça dit quelque chose? C'est un excellent cadeau pour lequel opter. Jean-Patrick d'Hermédic, comment ça va? Salut Martin, ça va bien toi? Ça va super bien. Parle-moi un peu d'Hermédic. Comment c'est qui d'abord? Comment vous êtes constitué? Qu'est-ce que vous faites dans la vie exactement? Bien, Hermédic, en fait, c'est une entreprise qui fait de l'assistance médicale aérienne, principalement héliportée et aéroportée, donc par avion et par hélicoptère, qui fonctionne, dans le cas qui nous occupe aujourd'hui, sur une base de membership individuel. Donc, pour tous ceux qui vont à la chasse, à la pêche, qui font du plein air, qui vont dans des régions hostiles ou même dans des ecs ou des pourvoiries, c'est des gens auxquels on va porter une assistance si jamais il arrivait quelque chose à leur santé, que ce soit au niveau d'un ACV ou un accident bénin, comme se casser une jambe, là, disons, en faisant du bois ou etc.
Il y a des motoneigistes qui sont membres. Puis on va revenir au membership comme tel, la façon d'être membre, excusez-moi, mais les abonnements individuels après. Mais il y a des endroits qui sont membres. On peut aller dans des pourvoiries qui sont membres et dont leur territoire est protégé par Air Médic, si je comprends bien. C'est une excellente observation parce que oui, souvent les gens n'ont pas nécessairement conscience que quand ils sont sur le territoire d'une ZEC ou quand ils sont dans une pourvoirie qui est membre, donc certifiée Air Médic, eux-mêmes sont assujettis à cette protection-là, même s'ils ne sont pas membres. Okay. Cela étant dit, moi, j'invite les gens quand même à s'abonner parce qu'une fois qu'on va sortir de la ZEC ou du territoire protégé par la ZEC, et puis il nous arrive quelque chose, bien, à ce moment-là, on n'est pas protégé puisqu'on est sous le parapluie de la ZEC quand on est sur le territoire. C'est une bonne idée de vérifier que je m'en aille en ZEC ou en pourvoirie si la ZEC ou la pourvoirie est membre. Sinon, peut-être essayer de dire aux gars, ben rentre membre, ça protège tout le monde, mais de rentrer membre personnellement. Puis de là, si moi je veux rentrer membre, c'est quoi les options que j'ai pour rentrer membre Air Médic puis qu'on vienne me chercher en hélicoptère si je me casse un orteil? Il y a plusieurs types de membership, en fait, qui existent. Il y a des memberships de courte durée. Disons, quelqu'un qui va aller faire une balade en forêt ou qui va aller faire un trek ou quelqu'un qui va aller préparer son camp de chasse puis il a juste besoin de quelques jours. Donc, on offre des protections de 7 jours et plus. Je pense que c'est de 7 à 10 jours. Okay. Ensuite de ça, on a un membership saisonnier. Donc, quelqu'un qui veut vraiment cibler une saison en particulier pour aller dans le bois, aller à son chalet ou faire une balade en famille ou même pratiquer la pêche, etc. Donc, eux peuvent prendre une protection saisonnière. Sinon, le plus courant, en fait, ce qu'on offre, c'est une protection annuelle. Comme ça, à ce moment-là, bien, indépendamment du moment de l'année, bien, on peut aller en forêt puis pratiquer les loisirs qui nous occupent. Donc là, que je sois à la pêche, à la chasse, en motoneige, en randonnée, que je sois parti regarder les oiseaux, on n'est jamais à l'abri, que ce soit un accident par rapport à un séisme naturel, un éclair, un coup de vent qui fait tomber une roche à un arbre. Moi, je me souviens d'avoir vu un de mes patrons dans le passé revenir au bureau, puis c'était Air Médic qui l'avait ramassé, il avait les dents brochées, etc. Il était parti sur son lot, bûché. Puis, en mettant la scie à chaîne dans un arbre, l'arbre a comme éclaté dans son visage parce que on ne sait jamais quand ça peut arriver. On ne sait jamais quand une faiblesse, une maladie de naissance que vous n'avez pas découvert puis que vous découvrez là, mais vous êtes trop loin de tout, bien à ce moment-là, on vient vous chercher, on vous aide. Puis, la minute où est-ce qu'on contacte Air Médic, là, c'est un centre de coordination qui se met en place pour aider la personne qui est dans le trouble. Là. C'est exactement ça, en fait. Puis je veux juste peut-être faire un petit peu de pouce sur ce que tu viens de dire. On parle souvent de gros événements, un AVC, une crise cardiaque, mais des fois aussi, ça peut être bénin, mais ça nous empêche de sortir du bois. Donc, dans ce temps-là, ce qu'on fait, c'est que on appelle Air Médic, soit par moyen de communication satellitaire, si on est vraiment en milieu hostile ou éloigné, ou souvent dans les pourvoiries ou dans les ZEC membres, ils ont des moyens de communication, puis aussi, ils ont des endroits déjà dédiés pour un atterrissage. Donc ça aussi, je pense que c'est important. Quand les gens vont aller dans leur ZEC, puis dans les pourvoiries, demandez-leur s'ils sont membres, puis vérifiez aussi avec eux où est-ce qu'ils sont littéralement les endroits d'atterrissage pour pouvoir prévoir en cas de malaise ou en cas de problème une meilleure analyse du terrain pour pouvoir sortir. Cela étant dit, tu as parfaitement raison. Lorsqu'il nous arrive quelque chose, on prend le téléphone, on appelle Air Médic. Sur notre petite carte, il y a le numéro de téléphone. Et puis, on appelle la centrale et là, c'est pris en charge par quelqu'un qui connaît tout le niveau opérationnel. C'est-à-dire qu'il va prendre en compte votre état de santé. Vous êtes où? Votre point GPS. Ensuite de ça, on va mobiliser une équipe qui est basée soit à Saint-Hubert ou soit à Saint-Honoré. Donc, le plus près possible de l'endroit où est-ce qu'est arrivé l'événement. On va déployer une équipe médicale en même temps que l'équipe de pilotes. Donc, les hélicoptères volent toujours à 2 parce que nous, les appareils qu'on a, ce sont des appareils qui peuvent voler de façon nocturne. Donc, on a des lunettes de vision nocturne. Et puis, pour faire ce type d'opération-là, évidemment, il faut être 2 pilotes. Mais en plus, on fournit le personnel médical. Donc, à bord de l'hélicoptère, il y a un inhalothérapeute, un infirmier, infirmière ou un paramédic avancé qui peut faire des interventions médicales et pratiquer des gestes cliniques. Donc, c'est juste un pas de plus, si tu veux, là, sur l'acte médical.
Ces gens-là sont supervisés aussi par un directeur médical qui, lui, est basé à Montréal, en fait, qui est basé à Saint-Hubert, à notre centre de coordination. Puis si jamais il y avait une complication, il est là pour pouvoir analyser la situation et donner la marche à suivre au personnel médical. On a à présenter une promotion qui est en cours là. C'est le temps, là. Je veux dire, mais moi, je vais rajouter à ça, là, madame est enceinte, on ne veut pas partir à la chasse parce qu'on ne sait jamais si ça se présente plus de bonheur. Air Médic, ça va à peine. On a une promotion là pour le temps des fêtes. Tu tapes, donc on va sur airmedic.net, c'est bien ça? Airmedic.net, on s'en va dans abonnement en haut à droite, on fait abonnement annuel parce que c'est sur l'abonnement annuel. Lui, il n'a pas le droit de le dire. Moi, j'ai le droit de dire, vous sauvez les taxes, c'est 15 Bon, c'est 15 c'est comme les taxes, c'est qu'on sauve les taxes sur l'abonnement annuel en entrant le code ACP 2021 jusqu'au 31 décembre. Tu t'en vas protéger ceux que t'aimes. Tu achèteras une canne à pêche pour sa fête, là, tu le protèges pour qu'il revienne à la maison. Enceinte, peu importe qu'est-ce qui peut arriver, bon, whatever, Air Médic va être là pour te protéger. ACP 2021 en cliquant sur abonnement 1 an sur le site de airmedic.net. On est protégé. Prenez-nous l'annuel familial, ça va être réglé. Jean-Patrick, un énorme merci. Tu es le bienvenu en studio quand tu le veux. Merci. Et de notre côté, on s'en va du côté de la pause. De l'autre côté de la pause, on parle des bénévoles qui sont le cœur de la Fédération québécoise de chasseurs-pêcheurs. Revenez-nous. Cette partie d'émission vous est présentée par la fromagerie Victoria, authentique et familiale depuis 75 ans. Marc Renaud, président de la Fédération québécoise des chasseurs-pêcheurs, comment ça va? Hey, ça va bien, Martin. Bienvenue chez nous. Bien Bienvenue oui, chez nous. bien oui. Ici, c'est vraiment le siège social de la Fédération québécoise des chasseurs-pêcheurs. C'est ici que le cœur des activités se passe. Là, je veux, avec moi ce matin, que tu me décrives un peu pour nos chasseurs-pêcheurs, parce qu'on est leur fédération. C'est qui la FDCP? Bien, la FDCP, c'est pas compliqué, tu l'as dit. Ce sont les chasseurs et les pêcheurs du Québec. Ça se regroupe dans des associations qui se regroupent après ça en régions. Fait que chacune des régions au Québec sont représentées ici au provincial. Puis quand je dis ici, tout le monde peut venir. Le bureau de la Fédé est ouvert à tous les chasseurs-pêcheurs. Fait que c'est tout le monde ensemble qui réussissent à se mobiliser pour arriver à certains projets puis à certaines réalisations qu'on a à cœur comme chasseurs et pêcheurs. Fait que l'importance de se regrouper dans des associations locales, se faire entendre là, puis après ça, d'aller dans ta région, de faire valoir ton point, puis ça se discute ici. Puis ceux qui sont assis au provincial, mais c'est des chasseurs et pêcheurs. C'est pas autre chose que ça. Puis si ça marche pas, t'as pas le goût d'être dans une association parce que c'est pas ton beat, ton temps, bien, t'as toujours le milieu électronique, web ou quoi que ce soit, tu peux t'exprimer. On représente tous les chasseurs-pêcheurs du Québec. C'est aussi le phare de Sécurité Nature. C'est aussi le phare de la fondation de la Fédération. Au travers de ça, il y a énormément d'acteurs sur le terrain, autant que dans les bureaux, qui donnent des cours au travers de Sécurité Nature. On pense aux moniteurs PESCOF, etc. Mais ces gens-là ne sont pas des employés, Marc. Non, du tout. C'est tous des bénévoles. Des gens qui mettent leur cœur, leur âme dans leur passion, qui est la chasse et la pêche. Puis ça nous aide à réaliser certains projets. Je voudrais bien te parler d'un projet assez majeur, un projet Renaissance. Hein? On a entendu parler souvent. C'est la Fédé. C'est la Fédé qui a mis ça d'avant ce projet. Et voilà, le bar rayé, qui est juste là, je t'amène là. Comment on dit? On nous a dit les projets mobilisateurs? Des projets mobilisateurs. Puis c'est à fait que ce projet-là, le bar rayé, le projet Renaissance, que des bénévoles ont dit, hey, il y a une bébite qui existait dans le fleuve, il y a un poisson qui existait dans les années 50, ça avait l'air d'être tripant, cette pêche-là. Ça a disparu, nos plans d'eau. Fait qu'il y a des bénévoles qui ont dit, on a un moyen, il faut trouver un moyen de le ramener. Fait qu'il y a eu des études de fait, des gens qui se sont mobilisés ensemble. Après ça, avec le ministère de la Faune, bien évidemment, on ne peut pas rien faire si le ministère de la Faune n'est pas là. C'est quand même eux qui vont gérer après ça tous nos cheptels, que ce soit aquatiques ou terrestres. Puis là, bien, il y a eu les poissons, le bar rayé, qui est revenu dans le fleuve. Puis on regarde aujourd'hui les résultats que ça a donné. Regardez ces quais, c'est à Côte-Nord, en Gaspésie. On observe un retour des pêcheurs à Gué qui vont aller avec la petite famille, avec les chums, en fin de soirée, vivre cette expérience-là qu'est la pêche comme moyen exutoire qui est incroyable comme sport. Puis ça, c'est possible par rapport suite à une gang de bénévoles qui mettent en place une pouponnière à un moment donné puis qui réintroduisent. Après ça, le MFFP, les biologistes, on a commencé à taguer des poissons pour un petit peu calculer la montaison, vers où ça s'en allait.
Mais Christy, si aujourd'hui, ils s'attrapent et qu'on donne de plus en plus de permissions de capture de bar rayé dans la réglementation, c'est grâce à des bénévoles qui ont mis de la vraie huile de coude sur le terrain, qui ont dit c'est pas vrai qu'on va laisser passer cette belle époque-là, qu'on la ramènera pas. Regarde les centaines de milliers de personnes qui sont sur les abords du fleuve aujourd'hui, même pas en embarcation, sur le bord en pêchant, c'est beau à voir aller. C'est beau à voir aller. Il y a des jeunes, on voit des vidéos, c'est capotant de voir un jeune de 12-13 ans qui se prétend guide de pêche puis amène du monde à la pêche. Hey, on voyait plus ça. Oui, oui. On voyait plus ça, puis ça l'a ramené grâce aux bénévoles. C'est la mobilisation de tous nos bénévoles. Je vais te dire un secret, puis je sais que tu veux me parler d'un autre projet. Oui, j'aimerais bien ça. J'en suis la victime positive, moi le premier, parce que souvent, quand j'arrive au soir, j'habite dans le secteur de Québec, puis quand j'arrive le soir, les cannes à pêche sont déjà à côté sur le mur. Dépêche-toi à manger. Ou même, on va partir, si la marée est bonne, on va prendre le petit casse-croûte sur le bord du fleuve. Puis moi et ma conjointe, on se ramasse sur le bord du fleuve en train de pêcher, puis on se rend compte qu'il y a plein d'autres mondes qui font la même chose avec leurs enfants, puis c'est comme... Wow, C'est on fou, revient hein? à ça, là, grâce C'est à fou. une action bénévole. Juste une action bénévole. Mais là, tu veux passer des écailles à des plumes un peu plus loin. hein? Un petit peu plus loin. Si tu veux, viens-t'en, on Je va suis. suivre, puis on va s'en aller vers un autre beau projet. Bon, ben Martin, on est rendu au deuxième projet que je voulais te parler, le dindon sauvage. Il est gros ton dindon. Ah, c'est pas un petit. C'est pas un petit. Puis si tu viens à l'intérieur, là, il est dans notre boisé Héritage Faune, tu as tous des panneaux d'interprétation. Mais mon objectif, c'était de te démontrer un autre projet très mobilisateur auprès de nos bénévoles. Puis ça a commencé, la réintroduction, par un malade de l'Outaouais, un bénévole impliqué régionalement, associativement, puis même provincialement. Il est partout, Rodolphe. Puis ce projet-là a vu le jour grâce à lui, parce qu'à un moment donné, il a dit « Hey, on peut-tu en avoir au Québec? » Ça commence à traverser la rivière des Outaouais. Le ministère, il y a eu des études de fait, ça a été prouvé. Puis grâce à la mobilisation des bénévoles, on en retrouve pratiquement partout. Il a fallu les relocaliser, ces bébites-là, non? Ah oui. Ces animaux-là. Puis ça n'a pas été fait tout seul, là. Ça a été fait par des Bien, bénévoles. tu me corriges, mais lorsqu'on suit notre cours en ligne sur le dindon sauvage, il y a des images des bénévoles avec Ouais. des cages de capture, des cages de relâche qui vont vraiment relâcher des dindons dans les habitats qui sont propices, qui ont un support nutritionnel adéquat pour l'évolution. On peut même voir qu'ils ont choisi les bonnes places parce qu'ils n'ont en tabarouette maintenant du dindon grâce à vous autres. Et tabarouette, il y en a. Puis c'est sûr que ça n'a pas été mis partout pour n'importe comment. Excuse-moi, c'était vraiment des études qui ont été faites, là. Mais tu le dis bien, puis c'est le fun que tu le redises dans le vidéo, dans la formation. C'est des associations. C'est des bénévoles qui ont décidé de s'impliquer. Il y a du monde qui en ont mis des heures là-dedans, des nuits là-dedans pour se préparer à capturer les dindons. Puis après ça, il faut les transporter. Tu ne mets pas dans une boîte dans ton garage en attendant une semaine. Il faut que ça sorte. Puis là, Fait il que- faut savoir une chose. On voit la FDCP souvent de l'extérieur, mais quand on collabore avec la FDCP, on se rend compte qu'à l'intérieur de ça, je me souviens bien, dans le temps, le porteur de dossier, c'était Pascal Allary, Ouais. à la permanence ici. Vous avez Michel, qui est le biologiste qui travaille avec vous autres présentement. Il y a eu d'autres biologistes dans le passé. Il y a des ressources à l'interne, au niveau de la permanence, qui viennent appuyer ces dossiers-là, puis qui viennent compléter pour justement faire, par exemple, l'étude de capacité de soutien d'un milieu avant de relâcher les oiseaux comme ça, etc. Puis cette recette-là fait qu'on a des bases solides avec une action bénévole qui vient faire l'huile de coude sur le terrain. Là, on se ramasse qu'on a des dindons. On est monté dans le coin. Tu me parlais de parents tantôt, je me souviens pas pourquoi. En montant, sa route forestière à la tuque, en arrivant pas loin de parents, il y a un dindon sur le bord du chemin. Fait que pour qu'ils se rendent là, il faut que l'étude ait bien été faite et les bénévoles aient bien travaillé en tabarouette. T'en plais ça. Tu ne peux pas dire mieux que ça, effectivement. Il y en a en Abitibi. Mais puis, je fais bien de rappeler aussi, là, au bureau, là, la permanence, ça travaille pour les bénévoles, elle travaille pour la réalisation des projets qu'on peut amener aussi malades que celui-là aujourd'hui, puis qui a une grande réussite. Ces gens-là s'impliquent de cœur aussi. Hein, on dit à la permanence, on dit des employés, mais c'est pratiquement aussi des bénévoles. Ça n'a pas d'allure le Ah oui, temps qu'ils ah mettent oui. parce qu'on peut les achaler. Je dis achaler, puis je pense que c'est le bon mot. Tant qu'on veut, parce que les porteurs de dossiers, tous nos présidents régionaux ont un dossier qui tiennent à cœur, Oui. puis ils l'amènent à cœur. Puis la réussite, bien, c'est pour ça que je l'ai amené ici. On voit le dindon. Puis quand vous venez à Saint-Augustin-de-Desmaures, à nos bureaux, là, c'est très visité. Ce gros dindon-là, immense, là, beaucoup de gens passent ici, profitent de venir voir le boisé, encore là. Boisé qui est Héritage Faune. une réussite de la Fédération québécoise des chasseurs-pêcheurs grâce à sa permanence, grâce à ses bénévoles, par son soutien, aussi de tous ses partenaires autour, là.
faut pas négliger aussi Non, les, non, non, les c'est clair, c'est partenaires clair. qui mettent quand même beaucoup d'énergie à nous supporter. Et en tant que chasseur-pêcheur, bien, souvenez-vous qu'aujourd'hui, le ministère est capable de nous donner une chasse au dindon au printemps, une chasse au dindon à l'automne, qui est une chasse d'initiation qui est incroyable pour initier vos jeunes à la chasse. Il y a beaucoup de programmes d'initiation. Il y a le Fonds dindon dans FDCP, entre autres, avec lequel on a fait certains tournages pour amener des jeunes à leur première chasse. Mais souvenez-vous de ça, puis dites-vous, ça fait partie des plus à la liste quand je pense à prendre ma carte de la FDCP en tant que chasseur, pour aller chercher l'assurance, pour aller chercher les avantages, mais aussi pour avoir mon poids, ma parole, puis profiter des programmes de la FDCP. Ça en fait partie. C'est ça que ça fait, une gang de bénévoles avec une permanence qui ont des idées folles dans la tête, qui les mettent en application pour vous autres, les chasseurs. Puis les pêcheurs. Faut pas les oublier, on a vu le bar rayé. Oui, oui, Et tu auras passé de tes 26 ou 50 émissions pendant un an si tu veux parler de bénévolat, puis d'implication, puis de support Projet Relève. J'aime donc ça entendre ça. Merci, gang. Merci beaucoup. Cette chronique vous a été présentée par la Fédération québécoise des chasseurs et pêcheurs. Cette partie d'émission vous est présentée par le groupe Thomas Marine, le plus grand inventaire d'embarcations Princecraft au Québec. Vous nous voyez de plus en plus, Kate et moi, utiliser une compagnie de sac à dos qu'on connaissait un peu moins dans le domaine de la chasse et de la pêche, qui est très connu, l'univers tactique, qui est Tasmanian Tiger. Avec moi, Sébastien, sur Plus Militaire Pont-Rouge, pour nous parler un peu de... Sébastien, pas juste les sacs à dos, mais beaucoup de choses que Tasmanian Tiger fait. Oui, tout à fait. Tasman Tiger est une compagnie qui est très diversifiée dans tous les items. Honnêtement, ce soir, j'ai emmené quelques petits coups de cœur qui méritent le regard, je pourrais dire. Je vais commencer avec quelque chose que je trouve intéressant, qui est un produit parfait pour les chasseurs de sauvagine. On le sait, à la chasse sauvagine, on a notre appât, on cale notre gibier, il fait froid, on a les mains gèlent parce qu'il mouille, On il sent vente. plus nos mains, en fait. Exactement. Alors, on a ici ce qu'on appelle le TACMOF. C'est vraiment un chauffe-main. Montre-moi ça, va. Regarde ça. Mets tes mains là-dedans, comment c'est Ah, tabarouette, confortable. OK, c'est en doudoune en dedans, là. Oui, c'est fait en fleece, c'est fait en polar, c'est extrêmement chaud. Puis on peut venir ajuster les rebords. Oui, pour Fait qu'on peut conserver venir ta serrer. chaleur, vraiment. Fait que là-dedans, on pourrait facilement mettre des hot pockets. Oui, aussi. Littéralement dedans, pour le chauffer. Je remarque une chose qui... Puis moi, je te dirais que si j'ai une chose à dire de Tasmanian Tiger, c'est modulaire. Puis je remarque que même au niveau du réchauffement, j'ai des attaches Molly en arrière. Puis là, tu vas me répéter ce que c'est que Molly. Plusieurs le savent, mais explique-moi un peu ce qu'est le système Molly. Le système Morley, c'est un système, dans le fond, qui a été développé par le temps, dans le début des années 2000, qui est un système modulaire qui permet d'adapter des pochettes à différents systèmes, que ce soit des sacs à dos, des vestes tactiques et j'en passe. Et ce qui est vraiment intéressant du système Morley, c'est que c'est un système universel. Ça veut dire que peu importe, on va dire, la marque, tout est fait pour toujours. Si c'est Molly, c'est Molly, C'est ça Molly, va fitter c'est sur du Molly. Molly. Donc même mon réchauffement fit sur du Molly. Oui, tout à fait. Donc, ça veut dire que là, tu as plusieurs pochettes, puis je vais te laisser aller là-dedans. Mais toutes les pochettes que tu nous présentes font, oui, sur des sacs à dos, mais sur des backseat panels en Molly, sur n'importe quoi qui existe, qui est du Molly. Oui, tout à fait. Et comme on peut le voir, aujourd'hui, je vous ai emmené des pochettes, parce que souvent, les gens se limitent au nom de la pochette. C'est marqué pochette médicale. Les gens disent « Ah, ça ne sert qu'à une trousse médicale ». C'est faux. On peut vraiment les utiliser. Exemple, on a une trousse médicale. On peut se faire, comme celle-ci, là, on le voit, elle est très bien indiquée IFAC, terme très utilisé dans le militaire pour dire une trousse de premiers soins. Mais on pourrait facilement la transformer comme une trousse de survie, se faire toute notre panoplie pour allumer un feu, exemple. Évidemment, un feu. Pour survivre. Ou n'importe quoi. Ben on peut adapter parce qu'encore ici, là, on a les attaches Molly à l'arrière. Donc, c'est facile de venir fixer à n'importe quoi. Dans mon cas, j'ai ça en arrière de mon appui-tête dans la voiture. Donc, je peux venir tirer sur la trousse de premiers soins de côté parce que généralement, quand tu fais un bon accident, tu n'as pas accès à la trousse de premiers soins qui est en arrière dans la roue de secours. Fait que tu viens chercher celle-là, puis tu as accès. Mais sinon, oui, effectivement, on peut mettre à peu près n'importe quoi là-dedans, là, c'est sûr. Oui, tout à fait. Regardez, je prends encore la petite poche ici qui pourrait s'adapter très bien sur, si tu me permets, sur un devant de sac à dos. Mais quand on l'ouvre, il y a vraiment des différents compartiments qu'on peut vraiment exploiter. Fait que c'est ça qui est intéressant des pochettes Molly, c'est que
on a des possibilités à l'infini. En fait, il y a deux choses qui peuvent nous arrêter. Je vous dirais, c'est votre budget pour vous acheter des pochettes ou votre imagination. Ou la grosseur du sac à dos. Parce qu'à un moment donné, tu vas mettre des pochettes, mais ça ici, c'est un format que moi, j'utilise beaucoup. J'adore ça. Je l'ai dans ce format-là. Je l'ai dans un format un petit peu plus petit, une configuration. Puis même sur la pochette, qui est d'une certaine grosseur, tu as encore des arraches molly. Fait qu'on peut revenir mettre une autre plus petite pochette par-dessus. Tout à fait. Tout à fait. Comme l'exemple, la première pochette qu'on montrait, on pourrait venir l'adapter aisément dessus. Évidemment, ça se fait dans la même couleur, donc on peut venir jumeler. Parce que dans les sacs à dos, tu as différentes couleurs, mais les pochettes des différentes couleurs existent évidemment pour pouvoir venir jumeler, adapter, puis ça fonctionne, puis ça reste nice looking quand même. Ça ici, qu'est-ce que c'est? Un très beau produit. Honnêtement, bon, la technologie, on le fait, on l'utilise, on s'en va à la chasse, on se promène en plein air, on utilise des GPS. Non! On met des cartes. Non, mais des cartes, on les oublie, mais c'est tellement un essentiel à avoir. Étanche. C'est étanche. Et aussi, ben, si tu me permets, si tu regardes l'autre côté, on peut facilement trimballer notre boussole, on peut traîner nos crayons pour prendre des notes. À l'intérieur de la même. OK. Fait que c'est vraiment un kit complet, là. C'est un kit de navigation. On part avec ça. On est sûr qu'on va se rendre à bon port, là. Très, très bien. Puis justement, c'est mes cartes qui prennent tout le temps l'eau. Bien là, ici, j'ai pas de problème. Ça prendra pas l'eau. On ferme ça là-dedans. Puis bonsoir, on est parti. C'est aussi simple que ça, parce que sinon, bien, la carte dans ton sac, à moins qu'elle soit plastifiée déjà d'avance, ça va faire dur. Ça sera pas trop long. Wrist pack, donc pack de poignet. Oui, très intéressant. Honnêtement, c'est de quoi que on peut avoir vu beaucoup au niveau des sportifs, surtout au football, qui ont tout, on va dire, leur code de jeu. Aussi très utilisé dans le militaire pour les codes radio, aussi mettre des cartes. Les amateurs de tir sur longue distance peuvent mettre toutes leurs chartes aussi d'ajustement. Les chartes balistiques. C'est vraiment, honnêtement, un très beau produit. Ça se fait en multitude de couleurs. Ça se démarque, tu sais. On s'imaginait Tasman Tiger, on se limite à des sacs à dos ou des pochettes. Non, voyez-vous, là, on voit vraiment une multitude de panoplies de produits différents. De même, d'ailleurs, aussi, la série ici, que j'adore de pochettes, qui fait un petit peu plus plein air. Ils sont allés plus discrets au niveau du mollet dessus. Il fait vraiment plus discret. Ça, c'est vraiment intéressant. Il y a énormément de formats de pochettes différents. Là, il y a de la place. On peut mettre de la balle là-dedans facilement. Là. Vous pouvez mettre de la balle en masse. Les balles qui font cling-cling quand tu te promènes dans ton sac de chasse, il reste moins d'une minute et il nous reste même 30 secondes. Les sacs à dos, écoute, très, très beau sac à dos, tant au niveau look qu'au niveau support dorsal. Puis là, bien, tout ce que vous voyez là, c'est accrochable après et dedans aussi. Parce que la majorité des sacs, là, on va en ouvrir un autre là, pour pas question d'avoir le temps d'en présenter quelques-uns. Si tu me permets, je montre lui vite. Oui, vas-y. Personnellement, c'est un sac qui est vraiment génial. C'est une trousse médicale. Ah, tabarouette! OK, oui. Oui. Puis là, comme tu peux voir, on peut venir adapter n'importe quoi là-dedans. Il y a des places pour les balles aussi, mais c'est une trousse médicale adaptable à n'importe quoi. Non? Exactement, parce que des fois, on y pense pas, on s'en va à la chasse. Avoir une bonne trousse médicale, s'il arrive quelque chose, c'est important. Fait que, très beau sac. Vous vous rendez directement chez Surplus d'Armée Pont-Rouge à Québec pour pouvoir voir l'étendue des pochettes aussi, parce que là, écoute, on pourrait en présenter 200 dans une journée, on n'aurait pas fini. Sébastien, on se rend sur place, puis vous allez conseiller carrément les gens sur les sacs, les pochettes avec lesquelles vous pouvez travailler pour mettre sur vos sacs. Nous, c'est déjà la fin. Moi, je vais juste te faire revenir parce que tu as trop de stock. Il y avait des imperméables, il y avait plein de patentes. On se revoit la semaine prochaine. On va se faire du fun ensemble. On s'en va sur les territoires, évidemment. Comme d'habitude, soyez les nôtres la semaine prochaine. Même heure, même poste. Aventure Chasse-Pêche vous a été présenté par Browning, la capitale assurance et services financiers et par la Fédération québécoise des chasseurs et pêcheurs.